Staffan de Mistura entame cette semaine une visite régionale avec une première escale à Rabat. C'était lundi dernier. Une visite cruciale mais pas surprenante car aujourd'hui le Sahara marocain n'est plus simplement un dossier diplomatique qui nous concerne nous Marocains, mais c'est un test majeur aussi pour la crédibilité de l'ONU. Car depuis près d'un demi-siècle, les Nations Unies tergiversent sur cette question, des envoyés spéciaux, des résolutions, des tournées régionales. Et la question qui demeure relativement ouverte au siège des Nations Unies à New York. Mais le Maroc a changé de paradigme et de vision. Le message royal du 6 novembre dernier était un peu plus limpide. D'un côté, vous avez un Maroc ancré dans sa réalité, proposant une autonomie élargie sous sa souveraineté. Et de l'autre, une vision sclérosée, dépassée, portée par ce que l'on peut désormais appeler communément l'autre monde. Hélas, les diplomates algériens continuent effectivement de nier les réalités historiques et celles du terrain d'aujourd'hui. Au Conseil de sécurité, le représentant d'Alger ne parle que de droits de l'homme, une manœuvre grossière, sélective, presque caricaturale. Mais alors pourquoi cibler uniquement la MINURSO? Car l'objectif réel n'est pas de défendre les droits humains, de façon générale, mais d'affaiblir un voisin, celui de l'Algérie. Majda Mouchou lui a répondu, la manipulation politique ne passera plus. Les droits de l'homme ne sont pas une carte à jouer selon les besoins politiques du moment. Surtout quand on ferme les yeux chez soi sur les abus dans les camps de Tindouf où des milliers vivent privés de liberté sous le regard complice du régime algérien. L'ONU est désormais donc face à un choix simple, continuer à aménager toutes les susceptibilités ou enfin prendre une position courageuse, claire et définitive. Le temps des ambiguïtés semble désormais révolu. Le Sahara marocain n'est plus une question ouverte, c'est une évidence historique, politique et économique. Et nous allons en parler ce matin avec vos deux décodeurs du jour, Hafid Boutaleb et Anas Abdoun. Hafid Boutaleb, bonjour. Bonjour Adil, bonjour Anas. Hafid Boutaleb qui est à ma droite, qui est analyste géopolitique, et Anas Abdoun qui est à ma gauche et qui est expert en géopolitique. Bonjour Anas. Bonjour. Alors nous allons parler de cette visite de Staffan de Mistura, le diplomate italo-suisse, c'est ça? C'est le représentant du secrétaire général de l'ONU pour le dossier du Sahara, qui avait, souvenez-vous, évoqué... Italo-suédois, je pense. Italo-suédois, qu'est-ce que j'ai dit? Italo-suisse. Ouais. Italo-suisse, c'est Gianni Infantino, je me mêle les pinceaux. Qui avait évoqué, souvenez-vous, cette fameuse question de la partition du Sahara lors d'une dernière séquence politique concernant ce dossier. Bon, là, il arrive avec une mission qui a toujours été celle de essayer de trouver un terrain d'entente entre les différentes parties prenantes à ce différend régional, que sont essentiellement le Maroc et l'Algérie. Est-ce que vous sentez à travers ces différentes prises de parole, ces différentes actions, le rôle qui est le sien et les compétences qui sont les siennes, est-ce que vous sentez que nous nous dirigeons vers la bonne direction? Ou est-ce que, comme l'a rappelé Sa Majesté le Roi dans le discours du 6 novembre dernier, on est toujours dans un décalage flagrant entre une réalité du terrain, celle d'un Sahara marocain qui se développe et qui a l'adhésion des pays qui comptent, et puis un processus onusien qui reste sclérosé lui aussi avec des idéaux d'un temps qui est désormais révolu. Je commence par toi, Hafid. Oui, je pense que très honnêtement, on va dire, aujourd'hui, l'expérience de Staffan de Mistura, je ne sais pas si je me hasarde à dire ça, mais elle bat un peu de l'aile. Staffan de Mistura a ouvert la porte, par exemple, à des parties prenantes qui n'en sont pas aux yeux du Maroc, qui est une partie prenante principale, comme l'Afrique du Sud. On se souvient de ce déplacement en Afrique du Sud que les Marocains ne comprennent toujours pas jusqu'à aujourd'hui. Aussi... Pas que les Marocains, d'ailleurs, tous les gens qui suivent de près ce dossier estiment que l'Afrique du Sud n'a rien à voir avec ce Effectivement, elle n'a strictement rien à voir, surtout que le pays, l'Afrique du Sud lui-même, a de sérieux problèmes en interne, notamment aussi de séparatisme. Et donc, il y a aussi la situation générale dans la région qui est totalement ignorée par Staffan de Mistura, qui doit comprendre, malheureusement, bon, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment des éléments de fait, mais ce que l'on observe de loin, c'est que l'on voit un décalage du processus onusien en général qui reste dans une ligne droite par rapport à ce qui s'est passé les décennies précédentes, c'est-à-dire toujours revenir à cette question du référendum, revenir à une solution mutuellement acceptable, et ainsi de suite. Aujourd'hui, le vrai souci, c'est quelle est la représentativité du Polisario et pourquoi ce processus onusien s'entête-t-il à donner la voix nécessairement à un groupuscule qui ne représente plus rien. C'est vrai que le Polisario aurait pu
avait une certaine représentativité relative, je dis bien relative, jusqu'à la fin des années 80. Mais à partir de la fin des années 80, le Polisario a beaucoup perdu. Et depuis 25 ans, encore plus, notamment depuis 18 ans, l'initiative d'autonomie, on a vu d'autres ténors, Wild Willem et d'autres qui sont rentrés, qui ont rejoint la mère patrie, ce qui justifie encore une fois la thèse du Maroc. Mais aujourd'hui, on a du mal à comprendre. On a l'impression que ce processus onusien a pour objet de reluire le droit international sur le dos du Maroc. Droit international qu'on a du mal à appliquer dans des régions où il doit être appliqué puisqu'il y a des centaines de morts par jour, comme ce qui se passe à Gaza ou au Soudan. Mais pour le reluire un peu, pour lui donner un peu plus de légitimité aux yeux de la communauté internationale, on va aller dans un pays qui est totalement pacifié, un pays qui est stable, qui connaît une croissance qui est ce qu'elle est, mais qui est là sur la durée, qui a de bons rapports avec son voisinage immédiat, sauf avec un seul pays. Et on va essayer de déstabiliser ce pays pour reluire reconstruire un peu l'image du droit international sur le dos de la stabilité du Maroc. C'est vrai que la crédibilité de l'ONU est remise en question de plus en plus. On le constate effectivement dans différents sujets, mais surtout sur le sujet du dossier du Sahara marocain. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je pense que dans le discours du 6 novembre dernier, Sa Majesté le Roi avait appelé directement l'ONU à prendre ses responsabilités sur cette question, parce que ce que l'on constate effectivement, c'est un décalage flagrant entre une réalité du terrain, une réalité politique et diplomatique qui est celle que nous suivons au quotidien, et puis effectivement des discours ou des tendances politiques, que ce soit auprès de Stéphane de Mistura ou au siège de l'ONU, qui sont en décalage par rapport à tout cela. Est-ce que vous partagez ce sentiment, Anas Abdi? Oui, absolument. Je crois qu'il y a en réalité trois éléments objectifs qui nous permettraient en réalité d'avoir des clés de compréhension sur cette situation et ces antagonismes. Je crois que d'une part, le processus onusien, il faut bien le comprendre, est souvent utilisé comme un outil de statu quo par les grandes puissances. Nous n'avons pas encore, c'est en cours, mais nous n'avons pas encore l'adhésion de l'ensemble des grandes puissances, notamment celle du Conseil de sécurité. Et tant que nous n'avons pas un petit peu l'adhésion globale du Conseil de sécurité, de ceux qui ont vraiment une influence sur les organes onusiens, eh bien on utilisera le processus onusien comme un élément de statu quo. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément aussi qu'il faut impérativement comprendre, c'est qu'il y a aussi un paradoxe sur les domaines et les champs de compétences onusiens. Vous pouvez mettre en réalité le plus brillant des diplomates qui ne pourra pas résoudre la question du Sahara, parce que ce qu'on lui demande, ça n'est pas de trouver effectivement la vérité ou la voie de la vérité. Ce qu'on lui demande, c'est de réconcilier deux positions irréconciliables. Ouais. Et c'est là où il y a un enjeu considérable, c'est-à-dire que l'envoyé des Nations Unies a pour consigne finalement de trouver un terrain d'accord entre les parties prenantes. Donc on trouve un accord entre le Maroc et l'Algérie, sachant que indépendamment de la question du Sahara, sur beaucoup de sujets de relations bilatérales, nous avons nous-mêmes du mal à trouver un terrain d'accord. Donc encore plus dans la question du Sahara, qui est devenu avec le temps, non seulement ça a toujours été le cas, l'élément fondamental de la doctrine diplomatique marocaine depuis 1975, mais c'est devenu depuis le duo Tebboune-Chengliha en Algérie l'élément central. C'était un des éléments de la diplomatie algérienne, pour être totalement objectif. C'est devenu aujourd'hui l'élément central. L'exécutif algérien a décidé même, si vous voulez, de jauger l'efficacité de sa diplomatie sur ce dossier-là. Et donc ça se retourne un petit peu contre lui. Et puis il y a un troisième élément, effectivement, et là je rejoins ce qu'a dit Hafid, c'est qu'on est dans un environnement d'affaiblissement du droit international et de l'institution des Nations Unies. L'ensemble des conflits commencent et se résolvent sans les Nations Unies. C'est le cas de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. C'est ce qui se passe à Gaza et en Ukraine, en Ukraine, en Israël, sur les interventions en Syrie. Tout ça, les Nations Unies sont absolument absents. Et donc cette institution internationale, comme l'ensemble des institutions, comme l'ensemble des administrations du monde, doit retrouver sa légitimité, donc essaye effectivement de se remettre dans l'agenda. C'est le cas avec le Maroc, mais c'est le cas aussi avec d'autres dossiers, bien qu'elles soient effectivement en décalage avec les réalités du terrain. Alors, l'affaiblissement de l'ONU, c'est une réalité, je crois que c'est un constat qui est partagé par tout le monde, mais une fois qu'on a dit ça, quand on est légaliste et quand on n'est pas un fou, comme certains le sont peut-être aujourd'hui lorsqu'il s'agit de faire de la politique ou de la géopolitique, vous devez avoir une boussole. Et la boussole, c'est le droit international, que vous le vouliez ou non. Donc c'est la raison pour laquelle,
ce soit pour le cas du dossier du Sahara ou pour d'autres sujets, la voie du droit international et de la légalité doit être privilégiée, ce qui appelle peut-être à une réforme, une refonte même de ce qu'on appelle aujourd'hui le droit international, ce qu'on a vu avec pas mal d'exemples. On prend l'exemple de Benjamin Netanyahou ou de Vladimir Poutine sur lesquels vous avez des mandats émis par des institutions qui sont respectées à l'échelle mondiale. Bon, si vous voyez par exemple que ces mandats d'arrêt internationaux n'ont aucune efficacité, vous posez la question à quoi ça sert au final. Et c'est la même chose, la même question peut se poser aussi pour le processus onusien qui tâtonne alors que le monde avance à vitesse grand V sur plusieurs sujets. On va en parler d'ailleurs sur le dossier ukrainien. L'ONU, à part émettre des communiqués ou voter des résolutions qui n'ont aucun pouvoir contraignant pour les parties prenantes, ne fait que constater le partage de facto d'un territoire entre les puissances qui comptent. Oui, alors c'est pas une question, c'est juste une réflexion. Le Maroc respecte le droit international depuis le premier jour. Il faut rappeler que c'est le Maroc qui a déposé ce dossier à l'ONU en 1963, d'une part. Ensuite, c'est le Maroc. Dans le dossier déposé en 1963, il y avait le territoire de Sidi Ifni, le territoire de ce qu'on appelait à l'époque le Sahara occidental, qu'on appelle aujourd'hui au Maroc le Sahara marocain. Donc, nous avons pu récupérer Sidi Ifni en accord avec les résolutions internationales en 1969, puis arrive 1975, on va à la Cour de justice, et puis il y a cette recommandation de faire un référendum. Le Maroc récupère le territoire en signant les accords de Madrid. Jusque-là, nous sommes encore conformes au droit international avec la puissance occupante. C'était le Maroc, la Mauritanie et l'Espagne. Donc, les trois parties prenantes aux accords de Madrid. Jusque-là, nous sommes toujours en accord avec le droit international. Oui. Qui le premier a rompu le droit international ? C'est le Polisario qui a porté les armes soutenues par l'Algérie. Aujourd'hui, le Polisario parle de droit international, de référendum, l'Algérie y compris. Mais en 1975, quand ils ont pris les armes, la dernière chose qu'ils avaient à l'esprit, c'était le référendum. Oui. Or, le Maroc, à ce moment-là, était pour un référendum, et on le sait très bien. Et Sa Majesté Hassan II, on en avait parlé. Mais c'était juste après. Et il faut savoir que le dernier recensement de la population, c'était 1973. Donc on pouvait toujours faire un référendum 3-4 ans plus tard. Mais qui a pris les armes ? C'est le Polisario. Aujourd'hui, jamais vous n'entendrez une quelconque critique de la part du Polisario de cette période. Même les frères musulmans en Égypte ont fait une autocritique en disant qu'ils regrettaient la phase où ils ont porté les armes. Pourquoi le Polisario et l'Algérie ne font pas cette autocritique aujourd'hui ? Eux, si friands à nous parler de droit international. Et ensuite, lorsque le Maroc a voulu véritablement tourner la page du conflit, a signé le cessez-le-feu, on a vu tous les jeux qu'a fait l'Algérie pour ramener des populations du Mali, les faire intégrer à la population, parler de 1 million de Sahraouis en 1991 alors qu'ils étaient 50 000 15 ans plus tôt. Comment on gonfle comme ça l'assiette ? Comment on peut faire de référendum dans ce cas-là ? Alors on va poursuivre le débat et je vais reformuler ma question parce qu'on parle de deux choses différentes, mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Il ne s'agit pas de dire que le Maroc n'est pas dans la légalité ou ne donne pas autant d'importance à la voix de la raison, celle de l'ONU, mais de constater factuellement qu'aujourd'hui, en termes d'efficacité et de stratégie politique et diplomatique, ce qui compte le plus, c'est les relations bilatérales avec les pays, les puissances qui comptent, notamment sur ce dossier. On va en parler juste après le journal de 9h, signé Mourad Baba. À tout de suite. C'est Atlantique Radio. La suite des décodeurs d'Atlantique Matin, toujours avec Hafid Boutaleb et Anas Abdoun. On parle ce matin du dossier du Sahara marocain et avec un focus sur la pertinence et le rôle du processus onusien dans la résolution de ce différend régional. Juste avant le journal, je t'ai lancé effectivement, Hafid, sur une question et j'aimerais avoir l'avis également de Anas par rapport à cette question, non pas de la légitimité du droit international, mais de faire un constat réel, réaliste et limpide sur les voies qui sont privilégiées aujourd'hui par le Royaume du Maroc pour avancer efficacement sur ce dossier du Sahara marocain. Et ce que j'ai constaté, c'est effectivement que, force est de constater aujourd'hui que ce qui compte, ce sont les relations avec les États qui comptent à l'échelle mondiale, la reconnaissance américaine, la reconnaissance française. La voie de la diplomatie marocaine passe essentiellement par ça. Et une fois qu'on a dit ça, je reviens à cette question de la boussole que nous devrions avoir en tant que nation du monde entier pour que nous puissions nous mettre d'accord sur un
un minimum ou un socle commun de compréhension ou de lecture des enjeux géopolitiques mondiaux. Donc j'aimerais avoir l'avis également de Anas par rapport à cette question. Est-ce que c'est tout à fait normal ou est-ce qu'il y a quand même une certaine forme d'anormalité entre le discours onusien et la réalité géopolitique? On est passé en fait sur on est dans un momentum intéressant au niveau de la légitimité du droit international parce que le droit international, par définition, il n'est pas coercitif. Il est uniquement coercitif lorsqu'on a un accord de sanctions qui est fait au niveau du Conseil de sécurité. Mais si un certain nombre de pays violent le droit international, il n'est pas coercitif. Et donc, il n'a de poids que dans l'adhésion des pays membres. C'est-à-dire que quand l'ensemble des pays, ou tout du moins la majorité des pays du monde, donnent de la crédibilité, adhèrent à l'idée même du droit international, et donc il est plus ou moins respecté. Or, cette adhésion et cette crédibilité a considérablement souffert ces dernières années, notamment par le fameux 2 poids 2 mesures, notamment par le sentiment du Sud global que le droit international est en réalité un outil juridique de domination du Nord vers le Sud, et que l'élément du droit n'est pas je dirais, hétérogène au jeu de puissance. Et donc, bon, ça on le savait, maintenant ça a été un petit peu plus flagrant. Et donc ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'on est en train de partir dans un monde où les instances internationales, où les organisations internationales, les institutions internationales ont de moins en moins de poids dans les relations entre les États. Et donc on va retourner dans un système, dans un monde multipolaire où c'est vraiment le rapport de force, ça a toujours primé, mais qui va primer de plus en plus, les rapports de force politiques et les rapports de force économique. C'est cela effectivement qui va dicter un petit peu l'avancée ou l'influence d'un certain nombre de pays ou d'un certain nombre de puissances régionales. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde l'avancée du Maroc sur la question du Sahara marocain, sur l'adhésion de la thèse de l'autonomie à l'échelle internationale, on voit que c'est dans une projection d'un certain nombre d'accords économiques, d'un certain nombre d'accords stratégiques qui montrent effectivement que le Maroc est un outil de relais de l'impuissance économique ou de l'influence politique d'un certain nombre de pays. Lorsqu'on signe des accords de libre-échange avec l'Union européenne, lorsque la Chine voit le Maroc comme un point stratégique de réexport vers l'Union européenne, lorsque l'Union européenne voit le Maroc comme un hub africain, on se positionne comme un relais de stabilité au niveau du Sahel et qu'on parle à l'ensemble des parties prenantes, c'est d'autant plus d'arguments qui rapprochent un certain nombre de pays du Maroc et donc de la thèse marocaine. Et pour être tout à fait honnête, l'adhésion sur la thèse marocaine est plus proche du pragmatisme et du rôle du Maroc que la réalité historique. Il n'y a personne qui va regarder les livres d'histoire et qui disent effectivement on a bien regardé, vous avez raison, il y a des éléments il y avait des... Oui. Ce que vous dites en fait, et c'est très intéressant et c'est très vrai d'ailleurs, c'est que la légitimité de la cause ou l'histoire absolument pas. Non, absolument pas. De cette affaire ne compte absolument pas. Pour Parce qu'il y a 3 choses qu'il faut prendre en considération. C'est d'abord le rapport d'influence. Et les rapports d'influence et de proximité se mesurent de plus en plus dans la diplomatie économique. C'est pour ça d'ailleurs que le Maroc marque de plus en plus de points, parce que la structure économique qui est la nôtre est très hétérogène. C'est-à-dire on a de l'agriculture, on a de l'industrie, on a des services, on a des banques, on a des assurances, on se projette un petit peu dans le continent africain au niveau de l'Union européenne, des accords de libre-échange avec la Turquie, etc. Si vous prenez la partie adverse, donc qui est l'Algérie, qui milite pour l'indépendance, la seule ressource qu'elle a, c'est une ressource gazière et pétrolière uniquement vers l'Union européenne. Et donc il y a tout un panel de coopération économique dans lequel vous ne pouvez pas rivaliser avec le Maroc, bien que votre PIB soit supérieur. Et donc c'est sur ces points-là qu'on gagne des points. Et donc quand on se rapproche du Maroc et qu'il y a de la coopération économique stratégique, on épouse les thèses marocaines. C'est aussi simple que ça. Lorsque le monde entier reconnaît que la Chine populaire est celle qui doit siéger aux Nations Unies et pas Taïwan, je peux vous assurer que personne n'a regardé l'adhésion de Taïwan ou des nationalistes chinois par rapport... Non, on a regardé le rapport de force, c'était les communistes qui ont gagné, on est tous communistes. Voilà. Et c'est ce rapport-là qu'il faut continuer à faire. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas tendre la main aux Nations Unies, aux institutions, mais prendre en considération dans l'analyse qui est la nôtre que c'est une institution qui est de plus en plus affaiblie. On va faire un petit focus sur le fameux Conseil de sécurité de l'ONU, juste après le point info de Karim Droné, parce qu'on est à 2 sur 5. Il faudrait peut-être s'intéresser aux 3 autres. On va en parler juste après le point info. À tout de suite. Atlantique Matin. Suite et fin des décodeurs d'Atlantique Matin, toujours avec Anas Abdoun et Hafid Boutaleb. Le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors,
on a eu la discussion tout à l'heure en aparté. On a parlé, il y a la reconnaissance américaine, la reconnaissance française. Et dans ce Conseil de sécurité de l'ONU, vous avez le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie. Et paradoxalement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que les Britanniques, paradoxalement, sont sans doute ceux qui sont les plus, comment dirais-je, les plus éloignés sur la position marocaine aujourd'hui, ou sur une... Le plus timoré, quoi. Les plus timorés, voilà. C'est le terme adapté. Les plus timorés pour adhérer au plan d'autonomie proposé par le Maroc sous souveraineté marocaine. Est-ce que vous pensez que le côté marocain, le processus onusien passe forcément par convaincre ces trois pays-là récents du Conseil de sécurité? Et pourquoi, effectivement, si vous partagez ce sentiment, les Britanniques sont aussi timorés, comme le dit Anas? Hafid. Alors, il faut savoir que dans le Grand Sahara algérien, contrairement à ce que la propagande officielle en Algérie, l'Algérie, il y a longtemps qu'elle a ouvert la porte aux grands ténors du pétrole et du gaz occidentaux. Et donc, le pétrole algérien est exploité par les Occidentaux les contrats, je ne sais pas exactement s'ils sont les mêmes que ceux dans les pays du Golfe, mais de toutes les manières, ça profite beaucoup plus aux compagnies pétrolières qu'au peuple algérien. Dont les compagnies britanniques, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. BP est bien présente dans le Grand Sahara. On se souvient de cette attaque à Ain Amenas en 2013 par Mortad Belmortad. Lorsqu'ils ont fait une prise d'otage, l'armée algérienne avait décidé de foncer dans le tas. Et parmi les morts, il y avait des Britanniques, des Japonais, des Américains, toutes sortes de pays occidentaux. Donc ça, c'est une des principales raisons qui pourrait expliquer qu'effectivement, pourquoi le Royaume-Uni est plutôt, comme disait Anas, timoré. Il y a aussi cette affaire des Falklands, des îles Malouines, qui sont aussi dans la 4e commission, comme le territoire du Sahara marocain, c'est-à-dire cette commission de décolonisation. La Nouvelle-Calédonie y est aussi, mais la France a quand même fait, même si ce n'est pas reconnu, mais un référendum de 3 fois de suite, même si la population locale kanak, qui était celle qui appelle à l'indépendance, n'a pas vraiment reconnu ce référendum. Et donc la France avait les coudées un peu plus franches que le Royaume-Uni pour pouvoir reconnaître la marocanité du Sahara. Maintenant, le Royaume-Uni, peut-être que ces deux éléments pèsent. Et il y a aussi peut-être que c'est un pays au sein de l'Union européenne avec lequel on a le moins d'échanges, ou plutôt parmi les grandes puissances de l'Union européenne par rapport à l'Espagne et la France. Il n'est plus dans l'Union européenne. Oui, il n'est plus dans l'Union européenne, effectivement, depuis 10 ans bientôt. Mais voilà, on a Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un Brexit. Un Brexit, quand même. évidemment, bien sûr. On a consacré pas mal d'émissions avec vous, notamment. Bon. Non, mais je ne sais pas si c'est l'effet de Ramadan. Le continent européen, sur le continent européen, oui. Donc par rapport à la France, l'Espagne, avec lesquels on a beaucoup plus de liens. Mais on attendrait effectivement de la part du Royaume-Uni. Alors, il faut savoir que la première communauté maghrébine au Royaume-Uni, c'est la communauté algérienne. Vient ensuite la communauté marocaine, puis les Tunisiens. Donc peut-être que ça joue aussi, qu'il y ait pas mal d'Algériens. À la limite que cet argument soit valable en France, où effectivement vous avez une grosse communauté algérienne, d'où les réticences du pouvoir français à, ils ont à de dire bons relais. Leurs 4 vérités au président Al-Mjid Tebboune et au régime algérien, ça je veux bien l'entendre, mais appliquer le même argument au Royaume-Uni, c'est un peu tiré par les cheveux. Il n'y a pas de lien historique, mais c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont de bons relais à Westminster. Ça n'arrive pas souvent, mais je pense que j'ai un léger désaccord. C'est pas grave. J'aime bien quand vous êtes en désaccord. Mais c'est très léger. Sur l'analyse, c'est vrai que je rejoins ce que tu as dit sur la présence de BP, donc British Petroleum, en Algérie, mais en fait, elle est de moins en moins importante. Elle va finir par disparaître parce qu'il faut savoir qu'il y a un accord et des partenariats privilégiés entre l'exécutif algérien, la Sonatrach et ENI, donc les Italiens. Donc les Italiens non seulement sont en train d'évincer les Français, il y avait un grand projet donc de Total Energy a perdu au profit d'ENI, mais aussi de British Petroleum. Il y a en fait une forme de coopération que le régime apprécie particulièrement avec ENI, qui sont moins regardants sur les systèmes de financement et de rétrocommission. Objectivement, il y a déjà eu 3 scandales ENI-Sonatrach, et donc ça continue comme ça, ça arrange tout le monde, si vous voulez. Et donc je ne crois pas que ce soit la présence de BP en Algérie qui freine un petit peu le positionnement anglais. Je crois qu'il y a 2 éléments en réalité. C'est que le Royaume-Uni, si on regarde la structure de ses échanges économiques et ces relais diplomatiques, le Maroc et l'Algérie ne sont pas encore des pays qui comptent dans leur système d'échange commercial. Et donc, en réalité, ils ne sont ni proches du Maroc ni proches de l'Algérie. Ce que je disais tout à l'heure, vous tranchez sur ce conflit,
uniquement sur votre proximité de l'un par rapport à l'autre. C'est ce qu'ont fait les Allemands. C'est-à-dire quand les Allemands, les Marocains leur ont mis la pression, la première chose qu'ils ont regardé, c'est la balance commerciale. Ils avaient 2,5 fois plus d'échanges avec le Maroc que l'Algérie. Ils sont partis du principe que les analyses prospectives au Maroc et les marchés publics, etc., allaient être beaucoup plus intéressants. Et donc, ils ont shifté. C'est exactement ce qui s'est passé. Le Royaume-Uni n'est ni proche de Rabat, ni proche d'Alger. Ça, c'est un premier élément. Et puis, je crois que le deuxième élément, c'est qu'à la sortie, justement, de l'Union européenne, le Royaume-Uni fait attention à ne pas prendre des positions clivantes parce qu'il n'a pas encore déterminé son positionnement géopolitique sur d'autres axes. On connaît la proximité avec les États-Unis, l'Union européenne, mais lorsqu'il s'agit, par exemple, de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est, etc., il essaye tout le temps d'avoir des approches un peu plus originales parce que c'est la nouvelle doctrine britannique de ne pas s'aligner forcément sur l'Union européenne et l'Occident parce qu'ils sont tout seuls et donc ils doivent avoir une approche où ils parlent à tout le monde. Et je crois que c'est vraiment ces deux éléments qui dictent un petit peu cette prudence. Et quand je vois qu'il y a un certain nombre d'une volonté, tout du moins, de projets stratégiques, notamment sur le fameux câble électrique, il y a un certain... Exactement. Et je crois que c'est vraiment la bonne approche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va créer ce déséquilibre en termes d'échanges économiques et ça va finir par tomber comme les autres, quoi. Vous faites bien de parler de cet exemple d'interconnexion électrique entre le Royaume-Uni et le Maroc. C'est un argument que j'allais vous avancer quand vous disiez qu'effectivement le Royaume-Uni n'est ni proche ni de Rabat ni d'Alger. Oui, parce qu'on n'y est pas encore. Mais moi, ce que j'ai constaté effectivement depuis le Brexit, c'est que côté marocain et côté britannique, on n'a peut-être pas tout fait, mais on a essayé quand même de privilégier cette relation dans un cadre d'une relation win-win et pour signer des contrats qui soient valorisants pour les deux pays. J'ai l'impression que côté britannique, on est beaucoup plus proche de Rabat que d'Alger. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'au niveau britannique, on a mesuré effectivement qu'il y avait plus de potentialité d'échange économique au Maroc qu'en Algérie. En Algérie, si vous cherchez la potentialité économique, ça va être soit sur les contrats, par exemple, publics, mais c'est souvent donné à des entreprises chinoises ou des entreprises turques qui prennent 80% des contrats publics. Et essentiellement des activités pétrolières et gazières. Et voilà, exactement. Et activités pétrolières et gazières, j'y venais. Et ça, effectivement, on voit aujourd'hui les Italiens raflent absolument tout. Et donc, si vous n'êtes déjà pas dans les petits papiers du Palais Mouradia, c'est même pas la peine de... Alors qu'au Maroc, le tissu économique ne se négocie pas uniquement avec l'État parce qu'il y a un vrai relais de société civile, des vraies entreprises, etc., notamment sur la projection africaine. Et donc, il y a effectivement un intérêt, mais il ne s'est pas encore concrétisé parce que les relations commerciales, économiques et la négociation des relations commerciales est nouvelle entre le Maroc et le Royaume-Uni parce qu'elle était dans l'Union européenne et qu'elle avait la compétence européenne. Alors, je pense un dernier mot par rapport à ce sujet. C'est ça, rapidement. Oui. Rapidement, il y a une nouvelle configuration aujourd'hui avec l'arrivée de Trump. De plus en plus, c'est ce que je vois un peu sur la presse internationale, par certains analystes, nous allons vers un monde tripolaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir une entente entre la Chine, les États-Unis et la Russie. Il y a une autre grille de lecture. Certains disent effectivement que les trois vont s'entendre, alors que d'autres estiment que Trump fait tout justement pour essayer de casser cet axe qui est renforcé entre Pékin et Moscou. Non, je pense que oui, ça c'est du long terme, mais sur le court terme, sur le premier mandat de Trump, il y a cette entente-là. Je pense que le Maroc a une chance à jouer. La première, c'est, je pense que la MINURSO, c'est fini. Et on a intérêt à... Je pense, je peux me tromper, à ce que la MINURSO soit réduite au maximum et que ou plutôt réduite à son minimum et que le Maroc, donc on a vu avec cette route qui va de Smara vers Zouerat qui traverse ce qu'on appelle la zone tampon. Et il y a eu aussi des moussem organisés dans la ville, dans la commune de Tifariti, qui est aussi dans la zone tampon, qui a souvent été aussi une commune où le Polisario a voulu organiser des démonstrations de force. Aujourd'hui, il ne peut plus. Donc le Maroc doit, à mon avis, investir cette zone tampon définitivement et la supprimer. Premier élément. Deuxième élément, évacuer la population. Profiter de cette entente tripartite entre États-Unis, Russie et Chine pour évacuer la population de Tindouf, des camps de Tindouf. Ceux qui sont les sauver, voilà. Détenteurs vraiment du passeport, ou plutôt descendants de la population qui était marocaine dans les territoires à l'époque du Sahara espagnol, puissent revenir sur ce territoire, sur leur terre. Et donc là-dessus, il faut conclure parce que le fruit tombera de lui-même. Très bien. Et regarde, il est 9h26, il nous reste moins de 4 minutes. Je pense que ces deux éléments, le Polisario sans MINURSO
et Mais sans, et sans, et sans veux pas- réfugiés, ce sera autre chose. Très bien. Voilà. Je comprends que le sujet du Sahara marocain t'intéresse. Il et faut nous passer à intéresse l'Ukraine. plus que l'Ukraine. Mais j'aimerais juste poser une question, parce qu'il nous reste moins de 4 minutes, Ouais. sur les tentatives de trouver un accord de paix ou un cessez-le-feu prolongé entre Russes et Ukrainiens. J'ai une seule question. Pourquoi, selon vous, là je me tourne d'abord vers Anas, ce sont les infrastructures énergétiques qui ont été privilégiées par, si j'ai bien compris, les Américains surtout et les Russes, dans le cadre de ce cessez-le-feu momentané entre Russes et Ukrainiens? Alors, j'essaie d'être très court, Oui. mais je crois qu'en fait, c'est les éléments en fait liminaires et préalables à une trêve ou à des accords de paix, c'est-à-dire on est dans la gestion de la guerre. C'est-à-dire maintenant, on va essayer de réduire un petit peu le champ d'action militaire. Et donc, l'idée, effectivement, c'est d'éloigner les infrastructures civiles. Et les infrastructures énergétiques étaient souvent pris pour cible, soit par des drones ukrainiens sur les installations de raffineries ou de dépôts russes, ou alors par les Russes sur le réseau électrique ukrainien. Donc, l'idée, c'est un petit peu progressivement d'écarter les éléments civils. On commence par les infrastructures énergétiques parce que ça parle aux deux camps. Et puis surtout, je crois que l'élément principal, c'est éviter d'utiliser effectivement les infrastructures civiles comme des vecteurs militaires. On a vu l'opération effectivement d'un certain nombre de forces spéciales qui passaient par un gazoduc. Donc ça c'est toujours dangereux parce que si vous ouvrez la porte à l'ensemble des infrastructures civiles, c'est problématique. Et puis le deuxième point, et je crois que c'est le plus important, c'est sécuriser absolument les infrastructures nucléaires parce qu'il y a beaucoup effectivement soit de missiles de croisière, soit de drones qui ne sont pas gages de précision. Et donc il faut... Et vous pensez que ce sont les Américains qui ont poussé pour que les infrastructures énergétiques soient... Je crois que ça a arrangé tout le monde en réalité. Ah ouais. Oui. Surtout sur le volet nucléaire, parce que c'est une catastrophe, il n'y a que des perdants. Hafed, mot de fin. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il y a dans l'esprit de Vladimir Poutine, avant d'aller vers un cessez-le-feu définitif, le plus urgent, c'est d'évacuer cette poche de Koursk, qui est sur le territoire russe et qui est toujours occupée. Maintenant, elle a diminué comme peau de chagrin, comme on dit. Aujourd'hui, elle est à 77 km² contre 1300 km² ou 1400 km² il y a 3 semaines. C'est-à-dire en 3 semaines, les Russes ont évacué l'essentiel des territoires occupés par l'Ukraine. C'était censé être une offensive qui devait affaiblir la Russie en multipliant les fronts et donc en diminuant la tension de la Russie sur le front de l'Est. Et là, totalement échoué, lamentablement échoué. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Ukraine doit s'asseoir sur la table et négocier, mais il ne peut pas y avoir de négociation avant que ces hommes ukrainiens puissent toujours être, même si c'est 1 km², je pense que le plus important aujourd'hui pour Vladimir Poutine, c'est de reprendre ce territoire-là avant de se mettre à table pour négocier. On aurait pu parler aussi de cette bourde de l'administration Trump qui a inclus par erreur un journaliste du média The Atlantic dans la boucle de discussion des hauts responsables américains, J.D. Vance, le chef du Pentagone, il me semble, et dans lesquelles le journaliste a eu accès aux vraies discussions, là pour le coup, entre ceux qui décident à Washington. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est terminé. On laisse ça pour... Il y a un bel article qu'il a écrit qui est accessible, je pense, sur le net. On laissera ça pour la prochaine fois. Après l'Eid, vous serez en forme et vous serez apte à en discuter. On se souviendra du Brexit. Merci beaucoup. Merci Hafid. Il y a eu un Brexit. Merci Anas. Il est 9h30 sur Atlantic Radio. L'info se poursuit dans quelques instants avec Karim Donnier.